Sup, Jay? Le mec, c'est Jésus. This is Fred is gonna do the interview for me. Hello. Hey. Et Fred, il essaie de me pervertir, mais je lui dis non, moi je suis pas un chien comme lui. J'essaye. Hein. C'est ça. Il faut pas parler à ces gars-là, Elle dit faut pas parler à ce gars-là, il est dangereux. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est eux qui me pervertissent et ils prétendent le contraire. Oh, baby, I'm gonna talk to you later, ok? Eh, va faire ton interview, viens, on choisit un plan. Bah, vas-y. Il y a des. Ouais. Te mettre sur la plage Ah oui. Ah, Bah, on va tourner de toute façon. Eh, attends, mon sac, il est où? Eh. Xav, c'est toi qui as mon sac? Regarde les lunettes. Écoute l'œil de photographe. Putain. Commence. Non, On va je faire un petit tour sur la plage. Le mec, il Ouais. est aéré. Allez. Allez, non, Allez, on go. se met genre là, avec un plan Et- derrière pour voir où on est, tu vois. Mais- Je sais pas que c'est ça. Non, mais de toute façon, on va marcher, on va faire ça en marchant. À la cool. Voilà. Putain, c'est cool d'être keuf et d'avoir un quad comme ça. En fait, quand je suis arrivé à Miami, j'ai cru que ce qu'on voyait à la télé au Oh cinéma. putain, les chiens, regarde, ils sont magnifiques. Antoine, il aurait kiffé. Attends, faut que je prenne la vidéo pour Antoine. Là. Oh, les dogs look cool, man. Ouais, ils sont magnifiques. Hein? Ils sont mortels. Antoine, c'est ça qu'il a comme chien. Salut. Salut. Ah ouais? On va caresser les verres, c'est marqué dessus. Et ils sont magnifiques. Ouais, classe. C'est exactement l'illustration de ce que j'allais dire. C'est que quand je suis arrivé à Miami, je me suis Ils ont rendu les compte couilles que comme ce qu'on celle de voyait, Nico. Ouais, c'était parfait. c'est pas caricatural en Ouais, fait. ouais, ouais. Mais c'est même. C'est exactement la réalité. Ils savent le mytho, mais je vais leur Calme. raconter trop de trucs. Ah, tu vas dire que t'as combattu et tout. Ouais. Comme quand tu dis que tu combats en boxe française et tout. Alors qu'on sait très bien que t'as rien fait. T'as vu Kamel Shorat, tu m'as T'as vu, alors que c'est très bien, t'es mal légal. Oh là. C'est chelou. Tu vas aller là, la douche. Avec les plans palmiers là. Mais pourquoi tu veux te doucher? Hey, le rose-gorge là. Le rose gorge. Le mec, il a réfléchi à ça. Alors, il a pas réfléchi, c'est sorti tout seul. Les ceintures noires des connards aussi. Nico il prend Il a cher le avec. title shot. Nico, je te téléphone avec Anna juste avant, je J'ai dis rien Nico il demandé. prend cher. Il prend cher de ouf. On a le title shot de Van. Non, mais là, j'ai Là, pas- entre les palmiers, c'est pas mal, Ah, hein. il kick. Allez. Ouais, comme ça je casse le palmier comme Van Damme. Ouais, Et, allez, plus et, sûr, et le, comment il dit, attends. Vainqueur, le palmier. Non, ah ouais, vainqueur le palmier. Non, on pourrait le faire. Mais je suis pas sûr de réussir à le casser, c'est ça le problème. Et j'ai pas envie de m'afficher. Moi, je parie sur Un toi. de ces palmiers là J'ai quand même, ouais, j'ai quand même une réputation, tu vois. Je pense que je risque de m'afficher un peu. Non, mais surtout que là, dans 2 minutes, tu es au poste. T'as quoi là? Il faut trouver un bananier. C'est le 24. Ouais, c'est vrai, c'est Ça pour va. ça. Ah, tu fais Il des est trop bananes balèze, celui-là. aussi, Fred, c'est bien. Quoi S'il y avait eu un bananier, je l'aurais cassé, tu vois. Mais là, Ouais, ou un faut boulot. savoir rester humble un peu. Ou un boulot. Ou un baobab. Bobab. Un petit. Un Yuka. Bon, découverte de. C'est quoi? C'est Miami Beach alors? Miami Beach. Alors, Miami Beach, alors, Ocean Drive. découverte pour Idéal. nous, non, parce que moi j'ai habité là pendant 2 ans. Mais. Découverte pour moi. Découverte pour toi, bah, magnifique. Pour, Ça, c'est Ouais. cool. Ah, franchement. Tu vis là, il comprend quoi. I watch them sometimes. For French television. Hello. Yeah. Encore? Nico, ça c'est ta serviette que t'as amené chez toi, ça? Kalenji, t'es mal, la serviette Kalenji. Ça c'est vraiment. Ça c'est vraiment quand t'as pas de style que t'as une serviette Kalenji. T'es assorti à ça? Ouais. Non, c'est vrai, j'en ai une en plus, moi, je le reconnais. Je C'est confesse. les trucs des anciens. Ouais, les trucs des anciens. Tu lui donnes, tu vois, il boit jamais d'alcool. Ça car. éponge quelque chose, ça. Sérieux? Ah, t'es mal à taille qui fait, il peut y plonger, Ah ça oui, touche ça va, encore. mais, Une Bud Light, il a bu, et maintenant il sort des vannes de merde. Enfin, plus que d'habitude. Ah oui, ça. G. Quechua. J'ai pas ton budget, moi. Ah non, Ah, viens, on en parle. on va en parler. Oh, il y a de l'arc-en-ciel là, ce que je vois. Regarde. C'est une plage arc-en-ciel. Ça, mais madame. Vas-y, c'est quoi? Non, ta Tu serviette. rigoles tout seul, je profite. Non, on rigole de ta serviette. Genre, vas-y, tu la mets dans le sac. à Non, dos. je t'ai dit non déjà.
Tu peux la mettre. Voilà, tu portes le sac. C'est comme si tu n'existais pas. Tu portes le sac. Tu la mets dans le sac, mais tu le portes. Vas-y, garde ton sac. C'est lourd. Nico, il en peut plus. Nico, il en peut plus de nous. T'as vu mes trapèzes? Mets dans le sac. Il en peut plus de nous. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ici alors? Les meufs. Ouais, d'accord. Ah, pardon. Ah non, pas du tout. Non, Le front de mer. Au fond de mer, Ouais. les vagues. Faut aller, On est, Tu vas tout voir, tu arrives à Cuba. Ta mère de qui? Il y a beaucoup de surfeurs du coup parce que des grosses vagues Ouais. et c'est un gros spot de surf en fait. Ouais, très Et, cool. Tu surfais toi aussi ou pas du tout? Oui, Ouais. je surfe, mais bon Ouais. pas aujourd'hui. Mais plus Du dans coup, la neige. ouais. Ta mère ne dira. C'est ça, c'est pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie simplement. C'est Il a aussi pas simple son- que ça. Sinon je surfe comme un dieu. Oui, à peu près. Il a pas ça. son équipement, C'est les, sinon. c'est les dieux qui sortent. Parce qu'en fait, je veux pas surfer avec des planches bas de gamme et j'ai pas pu prendre la mienne, du coup. Du coup, non. non. J'avais pas la place dans l'avion. Allez, on va voir un peu la mer, Volontiers. Elle est au courant. si vous voulez. Hein? Ouais, elle est consentante. Bah alors, un petit débrief la soirée d'hier. Parce que donc, Bien. Bah, soirée Karl, d'hier. Karl, alors toi t'es venu ici, mais c'est un retour. T'as vécu 2 ans ici. Hein. Ouais, j'ai vécu 2 ans ici, je m'entraînais à l'époque avec l'American Top Team. Et voilà, on était à 40 minutes de Miami, c'était vraiment cool. Et ça fait du bien de. Comment tu t'es retrouvé ici à t'entraîner et quel je me suis partenaire retrouvé parce t'avais? qu'à la base, je devais partir pour 3 semaines d'entraînement. Alors je venais de rencontrer, ma C'est les femme. 3 semaines les plus longues de ta vie. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je venais de me mettre en couple avec ma femme, ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Ouais. Et elle avait quitté Londres pour venir habiter avec moi pendant 1 mois. Mhm. Et puis là, on Il est. est venu à Miami. Je lui ai vendu Paris. Je lui ai vendu Paris et plus ou moins le 93. C'était un peu moins bien que le Wimbledon. Exotique. Et non, plus sérieusement, Ouais. elle a débarqué de Londres et puis elle est venue à Pavillon-sous-Bois avec moi et on a fait 3 semaines là-bas et puis j'ai eu une opportunité pour venir à l'American Top Team et on devait rester pour 3 semaines. Donc je lui ai dit écoute, tu veux venir 3 semaines avec moi aux États-Unis, puis on est resté quasiment 2 ans et demi. On a fait quelques petits allers-retours, mais C'était quelle période ça? En quelle année? c'était 2013, 2012. 2013. 2012, C'est c'était ta période Bellator? 2012, c'était après que j'ai gagné le tournoi du Bellator. Ouais. Et avant mon combat contre Ben Askren. Hmm. Donc on s'est installé ici, on a adoré la vie. Ouais. Alors c'était, on me dit souvent ouais tu connais bien Miami tout ça, mais en fait je connais rien parce que pendant 2 ans et demi je suis dû venir ici à la plage peut-être moins d'une dizaine de fois parce que c'était 3 entraînements par jour et qu'il n'y avait pas de temps pour les loisirs. C'était entraînement. Le matin je m'entraînais, on allait à la plage de Deerfield Beach qui était à côté de la maison à 5 minutes. On allait à la plage, je faisais 1 heure de sieste sur la plage tous les jours. Et on mangeait en général un truc qu'on apportait de la maison et puis et c'était cool, c'était une vie géniale, mais il n'y a pas eu toute cette vie là comme on peut imaginer Miami, les sorties en boîte et tout ça, c'était pas Ouais. c'est pas la vie du combattant normalement. D'accord. Et vraiment, c'était une vie qui était vraiment cool. C'était une vie différente, il fait tout le temps beau. C'est plus saine que l'image qu'on peut se faire de Miami. c'est Ah ça? oui, là c'était pas le On n'était pas côté dans funky. Miami Non, Vice, c'était pas le côté Miami ouais. funky. Non, pas du Ouais. tout, pas du tout. Ouais. Ouais. Mais la vie était super. C'était vraiment que de l'entraînement, entraînement tout le temps en fait. Et, Ouais. c'était une belle expérience. C'était une vraie belle expérience. Bon, vous me prévenez si jamais, avant que je rencontre un mur ou un truc comme ça, vous me prévenez. Hein. Ouais, mais on peut se faire des blagues aussi. Ça peut être sympa. Tu devrais partir en quad, Je sens tortue. que- C'est ça. Ou avant de me faire écraser, éventuellement par un quad. Donc, alors comment t'avais quel partenaire d'entraînement là-bas? Et qui était ton entraîneur à ce moment-là? Il y avait Matt Vidal, je crois. Il y avait Mas Vidal. Alors, partenaire d'entraînement, je dirais pas exactement. Enfin, oui, c'était un partenaire d'entraînement, mais c'était pas exactement mon pote. Alors, on se faisait des grosses Ah ouais. guerres et. Pote de personne, lui, toi. Ouais, c'est le pote de personne et puis on se faisait Ouais, des c'est grosses quoi, lui, guerres c'est avec un- Mas Vidal. Il y avait. Il est pas cool, Masvidal? Non, Ouais. non, vraiment pas. Ouais. Il y a Hector Lombard qui est pour moi le pire mec que j'ai rencontré en carrière. Ouais. Masvidal, après il y avait, alors pas dans ma caté bien sûr, des Bigfoot Silva, il y avait Colby Covington, Robbie Lawler. Il y avait du lourd à l'American Top Team, puis il y a toujours du lourd, et puis des mecs un peu moins connus, mais j'ai envie de dire presque tout aussi bons. Ouais. Et il y avait une grosse équipe, mais c'est presque un peu trop l'usine pour moi. C'est presque un peu trop l'usine parce que c'est un peu plus difficile d'avoir l'attention d'un entraîneur en particulier. Moi j'avais la chance d'avoir vraiment connecté avec Conan Silveira, qui était d'ailleurs qui a été mon témoin de mariage d'ailleurs quand on s'est marié avec ma femme en 2012 à Miami. Et non, c'était super, c'était une belle expérience, mais c'est
qualitativement parlant, c'est pas ce que j'ai eu de mieux. Parce que justement, il y avait un peu trop ce côté usine qui est peut-être pas fait pour moi, qui est peut-être fait pour d'autres, mais qui n'était pas exactement fait pour moi. Ouais. Ce côté factory. Qui t'a le plus impressionné en sparring? Colby était Enfin, très avec qui fort. t'avais le plus de mal ou qui t'a. Colby était très fort. Ah, il est très fort, il Ouais. est très fort. Hector Lombard, il avait une force un peu anormale. Il avait une force un petit peu Je vois peu ce que tu anormale. veux dire. Et t'en as Non, marre, non, je pas vois. du tout. Alors ça c'est ton interprétation, mais Ouais. disons qu'il avait une force un peu anormale Ouais. pour le commun des mortels. Ouais. Et d'ailleurs, il avait énormément d'agressivité chez lui, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il avait des soucis. Je sais pas, hein, peut-être. Ouais. En tout cas, non, Hector Lombard, tu le touches, c'est un bout de bois. Ouais. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Après, j'ai pas fait beaucoup de sparring avec lui parce qu'en termes de mentalité, je trouvais qu'il y avait vraiment un mauvais esprit. Et non, il y avait beaucoup de gars forts. Robbie Lawler avec lequel je tournais, Gleison Thibault, j'ai pas cité Gleison Thibault, j'ai pas mal tourné. Je m'entendais très bien avec Gleison, super mec. Gleison Thibault qui avait, je crois, la deuxième meilleure défense de takedown de l'UFC. Ouais. Ou la meilleure offense, deuxième meilleure offense, mais il y avait un truc comme ça. Et non, puis moi j'étais tout le temps avec les Brésiliens en fait. D'ailleurs c'est là-bas que j'ai appris à parler portugais parce que les Américains ils se mélangeaient pas trop. Ils restaient que entre eux. Ah ouais. Du coup moi j'étais que avec les Brésiliens et la plupart ils parlaient pas anglais et c'est comme ça que j'ai appris à parler portugais C'est d'ailleurs. marrant ça. Et, mais c'est super, ouais, je me suis fait des bons potes, des bons potes brésiliens Mm. à l'American Top Team. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir ici alors? On parle. Eh ben, qu'est-ce qui nous a fait revenir? Les défaites, malheureusement. Alors, tu pars à Miami avec. Enfin, moi, pour ma part, je suis parti avec des rêves du UFC. J'avais remporté le tournoi du Bellator, j'allais affronter Askren pour la ceinture et malheureusement, j'ai perdu. Et puis derrière, j'ai eu, je crois, une victoire et puis après, s'en sont suivies 2 défaites. Et puis le Bellator m'a dit merci, au revoir. Et après, il a fallu repartir un peu, tout réfléchir. J'étais policier à l'époque, et j'avais pris un projet de sans solde de 3 ans. Et puis là, grosse remise en question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prolonge le congé sans solde pendant une autre période de 3 ans? Et je prends le risque de me mettre dans l'embarras, pour parler très poliment. Je prends le risque de me mettre dans les problèmes si ça marche pas. Pour que les gens Ou est-ce que- comprennent un peu, excuse-moi, Ouais. tu faisais combien à l'époque par combat? Et avec les Pour la primes, ceinture contre Ben Askren, les primes et les sponsors, par exemple. pour la ceinture contre Ben Askren, j'ai pris 10 000 $. Ouais. J'ai pris 10 000 $ de prime, moins 30% de l'État américain, donc 7 000 $. Et puis de ça, j'ai redonné à peu près la moitié à mes coachs, entraîneurs, dont mon frère. Voilà, donc tous ces gens qui étaient un peu dans mon coin, parce que moi j'estimais que chacun devait prendre à peu près 10%, donc je donnais 10% préparateur physique, 10% à mon frère, etc. Et je crois qu'après le combat contre Ben Askren, ce qui me restait dans la poche, c'était un truc comme 3 ou 4 000 $. Mm. Voilà, D'accord. alors que j'étais 24e mondial et que Ben Askren était 7e mondial. Ouais. Donc fou, c'est pas quoi. beaucoup. C'est dingue. J'avais l'aide de sponsors à l'époque qui m'ont énormément aidé et que je remercierai jamais assez, qui m'ont permis de vivre ce rêve américain. Mais c'était compliqué en termes de primes. 77 à l'époque. J'étais en 77, ouais. J'ai fait la transition pendant que j'étais au Bellator. J'avais combattu c'était 2010 ou 2011, je me souviens plus. En 84 kg, j'ai fait mes 19 premiers combats pro en 84 kg. Je perdais à l'époque 1-2 kg maximum pour faire le poids. Et puis après, Ah ouais, il n'y avait pas de j'ai compris shooting. que c'était compliqué, qu'il allait falloir descendre de catégorie de poids en fait, parce que ça marchait pas de perdre 1 kg ou 2 kg par combat. C'est vraiment des trucs qu'on faisait parfois à l'époque et encore, mais j'étais pas un gros cutter. Et donc j'ai fait mes 19 premiers combats pro en middleweight. Alors, et je pesais quasiment tout le temps 10 kg de moins que les gars, et puis après je suis descendu. Et c'était la bonne chose à faire. Est-ce que ça vous dirait, c'est la plus longue marche en arrière que j'ai jamais faite de ma vie? Ah, c'est bien, le moonwalk, le moonwalk est Ah ouais, maîtrisé. quand même, c'est On est assez fiers de toi. honorable hein, quand même. Ah, on est assez fiers de toi, mais c'est bien, tu restes dans l'axe. Et je sais pas où on peut. Bon, à mon avis, On peut lui faire un des petit feintes, tour. on peut l'accélérer, faire des petites accélérations comme ça, tu le Ah, mets en vous avez galère. été toi. cool, vous avez pas accéléré. Ça aurait pu être Tu veux qu'on comique. descende au bar? On peut aller voir un petit peu la flotte là. Peut-être un pléonasme Bah. par contre. Tu Et couperas ça ouais. au montage parce qu'il a dit descendre en bas, ça se dit pas en français. Non, descendre au bord. Ah, J'articule pas, certes, mais il y a des. Et faut voir, à voir. Les clichés c'est bien parfois. ouais, ça, quand même, ça rappelle où on est. Ça peut être, Ouais. ça peut être Deauville Beach aussi. Hein, tu vois, Ouais. donc autant que ça, je connais à La Miami. couleur est bien parce que les autres sont des couleurs cheloues.
Ça va, j'ai pas dit trop de conneries pour l'instant. Si. Non, c'est vrai? Merde. Ça va faire plus alors. Non, mais ça peut s'arranger. C'est ça. Avec les intelligences artificielles maintenant. Ah oui, on peut, ah ouais. Tu vas même pas reconnaître ton interview en fait. C'est Mais ça. je dis ça, moi. ça. Ah, quoi? Comme les trucs sur Benoît là où ils lui font dire des trucs racistes. Oh ouais, Ah, abusé. ouais, j'ai vu ça, j'ai vu, ouais. Mais tu vas en avoir des masses de ça. Ça. Tu parles de quelle vue? Tu parles de l'horizon un peu C'est un courbé? mec un peu multivers, tu vois. Évidemment. Évidemment, c'est pas en même temps. Évidemment. Ouais, d'accord. Oh Il y a une rien. belle vue quand même ici. Je vais voir si elle est bonne. Allez, viens, on va marcher un peu le long de la mer. On peut se donner la main si tu veux. Tu sais, ici, ça fait personne. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'avait attiré à Miami au départ? C'était. Non, it's okay, you don't bother us. Don't worry. Qu'est-ce qui m'avait attiré à Miami? Tout simplement l'équipe. L'équipe qui était une équipe une des meilleures équipes au monde. Et voilà, c'était le plaisir de pouvoir se tester face à des gars hyper performants et vraiment d'aller là où est le plus haut niveau. Ouais. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Et puis voilà, j'étais dans une équipe à l'époque, j'étais à haute tension, je me sentais un peu à haute tension du regretté Jean-Marie Mercier. Et puis Ouais. il fallait que je passe au next step, il fallait que je passe à l'étape supérieure. Et c'est ce que j'ai fait en allant là-bas, tout simplement. D'accord. Et tu dirais que cette période de ta vie, comment tu la trouves? Hyper intéressante, en fait, comme toutes les époques de ma vie, en fait, je pense qu'elles font partie de la construction. Il y a eu des choses très bonnes, il y a eu des choses moins bonnes en termes d'entraînement, en termes de choix, mais ça fait partie de l'expérience, de la construction, des erreurs qui font qu'on s'améliore le lendemain. Et voilà, il y a des choses que je n'aurais pas refaites aujourd'hui si j'avais su. Il y a des choses que j'aurais améliorées. Mais ça, je peux dire la même chose pour après mon expérience au Factory, pour mon expérience à haute tension. Mais ça fait tout simplement partie de la construction. Ouais. D'accord. Tu dirais que tu t'es dans ton itinéraire, tu t'es laissé porter un peu par le flow, un peu par l'aventure du moment ou pas? Non, je me suis pas laissé porter. Moi, je suis pas quelqu'un qui se laisse porter. Simplement, je fais des choix que j'estime être les bons sur le moment et j'y vais à fond. Et j'ai vraiment, moi, par rapport à ma carrière, j'ai aucun regret. C'est-à-dire que j'ai toujours fait le maximum de ce que je pouvais faire. Je me suis jamais dit, ouais, peut-être que là, j'aurais dû faire plus ou que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment, certainement à plein de moments dans ma carrière. Mais je me suis toujours donné à fond. J'ai toujours fait le max. Donc par rapport à ça, il n'y a aucun regret, vraiment. Ça fait combien de temps que tu n'étais pas revenu à Miami? Depuis mon départ en 2014. Je suis pas revenu depuis, ouais. Ah ouais. Donc c'est plein de bons souvenirs, c'est beaucoup de bons moments, une certaine nostalgie. C'est cool d'être ici. C'est cool d'être dans ce qui était ma maison pendant presque 3 ans. Ouais. Ouais. C'est génial. Ouais. À choisir, tu serais resté ici ou pas? Non, parce que comme je disais tout à l'heure, chaque choix il a été bon. Chaque choix a été bon. Il y a eu des grosses erreurs. Il y a eu plein de trucs, mais non, je suis bien là où je suis aujourd'hui. Et si j'étais resté plus longtemps, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui en Suisse, où je suis super bien dans mon équipe chez Strike Academy. Donc je crois que chaque chose est arrivée au bon moment pour une bonne raison. J'aurais bien. Voilà. Rendez compte hein, pour faire quelques images quand même ce qu'il faut. Hoppa. Bon Karl, toi, alors tu connais un peu Miami, décris-nous un peu Miami. Hein? Ah oui, il connaît. Mais t'écoutes rien. Putain, j'écoute que On là. t'a dit d'écouter un peu. Non mais tu connais un petit peu quand même. Bien sûr, bah écoute, ouais. Ouais. Comment? Parce que on a une vision de Miami quand même qui est vachement caricaturale. Cinéma, Bien sûr. bah, bien jeux sûr. vidéo. Sorry girls. Sorry to bother you. Hey. Hi, Nikki. What's up? Come on, say hi. Bon, est-ce que c'est ça Miami alors? Je vois pas de quoi tu parles. Alors non, c'est pas ça. Et pour moi, c'est encore moins ça. Alors Ouais. on rigole et tout ça, mais pour moi, c'est pas du tout ça parce que
Bah moi, comme je t'ai dit, je me suis marié ici avec ma femme en 2012. On est bien heureusement toujours, toujours ensemble. Ça fait 12 ans. Et non, c'est pas cette vie-là. Ça, c'est ce qu'on imagine. Mais comme je disais, bah, la vie, moi, c'était l'entraînement et rien d'autre. L'entraînement, le repos et faire en sorte de performer de la meilleure des façons. Donc ça, c'est clairement pas le Miami que j'avais. C'était pas ça. Ouais. Tu sais, lui, on l'appelle l'allemand, c'est pas pour rien. C'est vrai. Et le mec, il est millimétré, il sort pas de son truc, on va te le dire. Donc ça m'étonne même pas, tu vois, on est venu avec lui à Miami, on s'est dit, ouais, tu vas nous montrer des trucs et... J'ai dit, mais je connais rien moi ici, c'est vrai. Et voilà, comme quoi tu peux être... En fait, le cadre ne change pas, je pense qu'il a juste choisi le... Et je pense qu'il n'y a pas de secret en fait pour la performance à très haut niveau. Il faut avoir une rigueur. Il faut avoir une rigueur et ça veut dire s'éloigner de toutes les choses qui peuvent te distraire ou impacter ta performance. Et c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, moi, mon mode de fonctionnement, c'était tu restes sérieux, tu restes concentré, il n'y a pas un écart. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et ça a fonctionné. Il est venu avec sa femme en même temps. Hein. Ouais. Tu vas pas au resto avec un sandwich. Hein. Voilà, merci à Bon. vous. Ouais, t'es viré. Voilà, c'est ça. Et bon, cet UFC alors. Parce que bon, quand même, vous êtes venu ici pour pour le plaisir, pour joindre l'agréable à l'agréable un peu. C'était quoi le but de la Non, virée? le but, c'est voilà, c'est ça. Je suis avec mes meilleurs potes ici et puis on a décidé avec Nico Exave, et on a décidé de se faire un voyage en mode fan. Alors, quand je dis en mode fan, c'est comme je dis à Benoît. Benoît, c'est un pote, c'est un gars avec lequel on a un peu tourné aussi. Je ne vais pas dire que c'est un sparring partner, on a eu l'occasion d'échanger un peu, de faire quelques sparring. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et comme je lui ai dit, c'est un des rares gars aujourd'hui qui fait que je me lève à 4 h du mat pour regarder les combats. Benoît, c'est un mec qui est inspirant. Il m'avait dit, lui, à l'époque, qu'il avait été un des premiers qu'il avait découvert en tant que combattant de MMA. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui le regarde un peu avec des grands guillemets en tant que fan. Je dis entre guillemets parce que je ne suis pas quelqu'un, je ne sais pas dans ma personnalité d'être fan. Mais je kiffe trop ce qu'il fait, Benoît. Je kiffe sa personnalité, je kiffe son attitude. Et en fait, ce que je lui dis avant qu'il parte combattre, je lui ai dit, mec, je suis fier de toi. Et merci pour ce que tu fais pour la France. Merci pour l'image que tu donnes parce que je trouve qu'il se démarque. Je trouve qu'il se démarque de la plupart des combattants. Il a une rigueur incroyable. Il est dur dans la tête, il est fort. Et on voit ce qu'il a été capable de faire en étant diminué à un Dustin Poirier. Faut pas oublier que Dustin Poirier, c'est un mec qui a battu Conor McGregor quand même. Et on voit ce qu'il lui a fait sur un round. Et après, pas de chance. Alors pas de chance, il y a toujours un facteur chance dans un combat, mais il se fait connecter, il a une baisse de régime avant ça. Mais Benoît, c'est une inspiration aujourd'hui. Moi, je le regarde et puis je le prends souvent en exemple quand je parle à mes combattants parce que je suis aujourd'hui coach. Et quand je parle à mes combattants, je dis regardez ce mec-là et prenez exemple et essayez de vous rapprocher de ce que lui fait. Tout comme moi, j'ai eu des exemples quand j'étais un jeune combattant sur lesquels j'essayais de me caler. Je pense à Wanderlei Silva, Anderson Silva, des gars comme ça. Et je dis regardez Sandy et inspirez-vous les mecs. Et essayez de vous approcher de ce niveau de performance, de ce niveau d'exigence et vous y arriverez. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens d'être comme ça. C'était la minute de publicité BSD. Ouais, c'est code promo BSD. Voilà. Vous avez 10% sur je ne sais pas quelle commande. C'est quoi, c'est Olala, c'est ça? C'est le nom de la plage d'ailleurs. Écoute sous le vent. Olala Beach. Là, je peux me faire passer pour un Baywatch, mec. So cliché. Man, C'est le nom d'un oiseau d'ailleurs ici. Bon, on est venu, tu me disais, joindre l'agréable à l'agréable, c'était à peu près ça. Ouais. C'est-à-dire se faire quelques jours entre potes. En fait, il y a eu 3 soirées en fait, en vrai. On a passé 3 soirées de MMA, Ouais. enfin, avec la boxe avec Francis, bien sûr. Ouais. C'était, Ouais, c'était un week-end riche. Malheureusement, Ouais. hein. C'était riche. Ah, on n'a pas le droit. Ok. D'accord. C'est interdit. Bon, on vient de se Toujours faire virer en toujours live. aussi agréable, le mec. Benoît, c'était hier. Ouais. Benoît, c'était une guerre comme d'hab. Hein, de toute façon, comme d'hab. blessé ou pas, il fait la guerre. Ouais. Ok, Et, il y a pas de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. C'est pour ça qu'il prend des bonus parce que ces combats, on sait que c'est la guerre, on sait que c'est des grosses perfs, victoire ou défaite. Et Benoît, c'est le genre de mec qui est prêt à mourir debout. Et c'est pas le cas de la plupart des combattants. Et lui, c'est presque trop dangereux il est presque trop dangereux pour lui-même souvent. Parce qu'il va faire la guerre. Il va faire la guerre et coûte que coûte. Et je pense que c'est le gars qui préfère se faire éteindre
que de partir sur une défaite à la décision, un combat un peu pourri. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, parce que c'est un combattant qui est spectaculaire et qui a du cœur comme personne. Toi, tu as déjà tourné avec lui, donc Ouais. tu disais, ouais. La première fois que tu as tourné avec lui, c'était quand, comment? Et qu'est-ce que tu C'était as pensé C'était de au ça? stage de la Bulgarian Top Team. C'était intéressant, très difficile pour moi en boxe, surtout avec sa jambe gauche. Moi j'étais plus dans mon élément sur la lutte, mais bon, depuis il a tellement progressé. Et non, c'était hyper intéressant. Puis bon, au-delà de ça, enfin c'est pas. Ce qui était intéressant, c'était la confrontation et puis les échanges qu'on a pu avoir, le lien qu'on a développé à cette époque. Parce que quand tu t'entraînes avec un gars, je dis toujours, tu sais qui est la personne au fond. Tu vois s'il est bien intentionné, mal intentionné, tu vois s'il est dans l'échange, dans le partage. Et avec Benoît, c'est ce que j'ai retrouvé. Il y avait beaucoup de partage, on débriefait sur nos techniques. Il me posait des questions, je lui posais des questions. Et puis on a quand même quelques années de différence. Donc il me posait quelques questions aussi sur mes techniques. Puis on débriefait, c'est intéressant. Tu crois qu'il y a un passage de témoin qui se fait avec les nouvelles générations? Toi, tu t'arrêtes. Oui, Il y en a de plus en plus qui font appel à toi, tu vois. oui, c'est vrai. Doumbé, etc. Ah, justement, on va revenir sur Doumbé, mais toi, tu te vois coach pour toutes les années à venir là? Je suis te coach, sens je Oui, suis non, coach, mais et puis est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as envie, c'est ce qui t'anime aujourd'hui? Est-ce que tu as envie? Bien sûr, mais c'est ce que je dis toujours quand on me demande si je vais reprendre. Tout le monde essaie de me chauffer, Guillaume le premier, salut Guillaume. Guillaume le premier pour que je recombatte. Et en fait, la transition pour moi, elle est parfaite. Elle est parfaite, c'est-à-dire que j'étais un très bon combattant. Et aujourd'hui, je fais la transition en tant que coach et j'étais déjà coach sur mes 5 dernières années de combattant parce que je n'avais pas de coach, hormis Christophe Rim, mon coach de boxe, j'avais aucun coach de MMA et j'étais mon propre coach. Donc je faisais appel à des intervenants qui me filaient des coups de main dans les camps. Et moi, je m'occupais des gars en même temps. Et là, maintenant, je fais ça à 100% et c'est génial. Et je crois que je suis bon là-dedans. J'arrive à transmettre ce que j'ai appris puis à essayer de même de le développer, c'est-à-dire mettre en côté un place lutteur alors que je ne suis pas un lutteur, mais j'essaie de m'adapter au style et j'essaie surtout d'écouter les athlètes. Et j'ai compris que, parce que j'ai eu, moi je me sers souvent des mauvais exemples que j'ai eu dans ma vie. Et j'ai eu des exemples de coachs, par exemple, qui eux voulaient prendre la place et la lumière du combattant. Et moi j'ai compris que ma place, elle était derrière. À qui tu fais allusion? Non, pas du tout. Et moi j'ai su que ma place, et je sais que ma place, elle est derrière le combattant. La lumière, je l'ai dit une fois dans une interview, la lumière n'est pas pour moi. La lumière, elle est pour le combattant. Donc, j'ai aucun problème à me mettre derrière. Et c'est justement ce qui s'est passé, comme dans un coin avec Cédric, où il y en a plein qui me disaient alors, en sparring, non, c'est pas ça. Moi, je suis là, je me mets au service du combattant pour faire monter le combattant de la meilleure des façons. Et je ne suis pas là pour faire une compète avec le combattant. Moi, ma carrière, elle est faite. Elle est finie. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai plutôt pas trop mal réussi. J'aurais pu faire mieux. Mais je suis satisfait de ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai compris que ma place, elle est. Je sais où est ma place, tout simplement. Est-ce que ça te rend légitime, justement, d'après toi? Toute ta Je crois que oui, parce que quand j'ai comme hier le coach de Page qui me remercie encore pour ce que j'ai apporté dans le camp à Michael Page il y a 2 ans en arrière et qui me dit que mon judo était incroyable et que au-delà de ça, mon MMA de façon générale, mais avec cette touche judo en plus, donnait vraiment une touche particulière et qui me dit qu'il va encore m'envoyer des gars chez moi et qu'il met à disposition n'importe quel gars gratuitement pour moi qui paye même pour leur déplacement parce que j'en parlais, je me suis fait connecter par Page en boxe, que je parlais de son côté téléportation. Quand il vient, il est à 10 mètres et il te touche. Alors j'exagère bien sûr, mais il te touche et tu ne sais même pas comment il est venu dans ta tête et il est dans ta tête. Et je vacille comme ça. Et le coach de Page dit à Chris, mon coach, on arrête le combat. Et moi je dis, Chris, je te préviens que je m'embrouille avec toi si tu arrêtes le combat. Je m'embrouille avec toi tout de suite. Et il me dit, non, il continue. Et là, le coach. Tu étais combattant aussi. Bien sûr, mais j'étais sparring partner, mais j'étais combattant. Mais le gars, il voit que j'ai du cœur et qu'en plus, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé de thune, j'ai rien demandé. Moi, je fais pas ça pour la thune. Mais par contre, derrière, j'ai gagné du respect. Et le respect, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Ça vaut beaucoup plus que l'argent. Et c'est la même chose qui s'est passé avec Cédric Doumbé où voilà, le mec, je viens et je me mets à dispo. Et je crois que c'est le. Enfin, moi, dans mon état d'esprit, c'est ça. C'est un partage et c'est un kiff en fait de pouvoir aujourd'hui passer le relais, m'entraîner avec des mecs qui sont ou apporter une touche en tant que coach à des mecs qui sont au plus haut niveau. Tout comme Félix Kinkhammer qui était venu, qui devait affronter Baki aussi et qui m'a fait appel, qui est venu 3 jours chez nous à Genève pour se préparer contre Baki. Et d'ailleurs, pour le combat de Cédric, il y a toujours des petits plaisantins qui disent ah ouais, on a vu, il a pris des projections. Bah ouais, mais en fait, regardez, il a pris combien de projections de judo, Cédric? Zéro. Il n'a pas pris un seul balayage, pas un seul, parce qu'on a travaillé les défenses et je pense que. Les défenses au sol aussi, c'était vachement appliqué. Les défenses au sol, alors attention, il y a Mehdi Hotman qui a fait un travail absolument phénoménal, mais je peux le dire, Cédric n'a pris aucune projection de judo. Il a pris des single legs, des double legs.
mais il n'a pas pris de protection de judo. Et c'est ce que j'avais dit, il est super dur à approcher, il n'est pas facilement atteignable sur les balayages et toutes ces choses-là. Et les sorties de catch control. Et les sorties de catch control qu'on a bossé. T'as une question, si Baki t'avait appelé avant, tu serais allé l'aider? Ouais, je serais allé l'aider, bien sûr. Je serais allé l'aider. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas C'est ça. ça qu'ils comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça que, Bidule, ouais. bien sûr que je suis team Doumbé, parce que j'ai tissé des liens avec Cédric, ce qui est normal. Quand on partage ça dans une prépa, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Si Baki m'avait fait appel, j'aurais certainement aidé à Baki. Et c'est pareil, à aucun moment j'ai parlé mal de Baki, bien au contraire. Baki, je suis super admiratif du jeune qu'il est, cette maturité qu'il a à son jeune âge. Maintenant, c'est sûr que si Baki me fait appel demain pour affronter Cédric, ça sera un refus catégorique. Pourquoi? Parce que tu vas dans une équipe et il y a un devoir de fidélité. Et Cédric, c'est mon gars. Maintenant, comme je l'ai dit, on est ensemble et s'il a besoin de moi pour le prochain combat, je serai là. Mais parce qu'il y a une loyauté qui est due et puis même il y a les liens concrets tout simplement. Mais Et alors, toi, tu avais une particularité à l'époque, il y avait assez peu de judokas, très peu de judokas en fait, Ouais. qui se mettaient au MMA. Pourquoi, à ton avis, déjà, c'était le cas à cette époque-là? Et maintenant, on voit justement Baki, Benoît, il y a de plus en plus de judokas qui s'y mettent. Benoît, c'est pas un judoka. Il a fait pas mal de judo, Benoît. Ouais. Donc, mais c'est vrai que ça se voit pas forcément trop dans son style, d'ailleurs. Ouais, parce que Mais- Benoît, il n'a pas du tout le Ouais. style judo. Ouais. Il n'a pas du tout le Et- style judo. Baki a clairement le style judo. Après, Ouais. je sais pas s'il y a pas beaucoup de judokas qui se mettent au MMA ou s'ils n'arrivent pas à bien faire la transition. Moi, tout ce que je sais, c'est que le judo que je fais en tant que combattant de MMA n'est pas celui que je faisais en tant que judoka parce que ça ne fonctionne pas. Je faisais que des mouvements d'épaule, des ippon seoinage, des morotés. Et j'ai dû abandonner ça. C'était mes techniques spéciales. J'ai dû abandonner et les repenser. Et ça veut dire qu'il faut savoir faire preuve d'adaptabilité aussi, puis de tirer le meilleur parti de toutes les techniques possibles. D'accord. Le MMA français, là, tu penses quoi? Alors, effectivement, là, on a eu. Alors, non, déjà, le combat Baki Doumbé. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as vu? Qu'est-ce qui te vient en tête là? Qu'est-ce qui me vient en tête, c'est que Baki prend clairement le round 1 en faisant forte impression et Cédric, encore une fois, montre son incroyable, et ça j'en ai toujours parlé, son incroyable capacité d'adaptabilité. C'est-à-dire de renverser la tendance sur le round 2 et de monter en puissance sur le round 3. Après, il y a cet incident effectivement de l'écharde. Est-ce que c'est une méconnaissance des règles du MMA? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient aussi du kickboxing, qu'il n'a pas beaucoup combattu en MMA et que en kickboxing, si je ne dis pas de bêtises, et pareil, moi j'ai la même connaissance en kickboxing que lui là en MMA certainement. En kickboxing, on peut, je crois, stopper. Je pense que sur un incident comme ça, tu stoppes. Et en MMA, tu ne le fais pas. Et je dis peut-être, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est ça. Tu le fais pas en général, mais dans des conditions spéciales comme celle-là, ça aurait pu être le cas. Moi, je trouve que Godard, il a arrêté très très vite le combat. Il a arrêté très vite. Il a Voilà. arrêté très vite. Je pense qu'il aurait pu faire preuve d'un peu plus de. Peut-être, non? Ouais, Cédric, il était en train Non, de non. remonter au round 3. Ouais. Il faisait sa remontée au round 2 et je pense qu'il prend le round 2. Round 3, en tout cas, les juges de ce que l'on a vu avaient mis un round chacun. Et le round 3, il était en train de reprendre l'ascendant. Alors pourquoi il aurait choisi de s'arrêter à ce moment-là? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que c'est une erreur de sa part. Je pense qu'il n'aurait pas dû se laisser déconcentrer. Et je mets plus ça sur un élément de déconcentration. Et attention, il faut voir toute la pression qu'il y a autour. Et je me mets à sa place aussi. Est-ce que j'aurais fait ça? Je pense pas. Mais aussi, j'ai 40 combats de MMA, il en a 5. Donc c'est pas pareil. Et je pense qu'il faut être un peu clément. Mais encore une fois, la clémence, c'est là son problème, c'est que son côté absolument incroyable, où il est le combattant le plus suivi en France, ça lui retombe dessus aussi parce qu'il a créé un truc incroyable, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Et là, il y a une erreur. Et derrière, la sentence est lourde, mais il va se relever. Et puis comme je l'ai dit, je serai là pour. On a communiqué on a échangé des WhatsApp. Je serai là pour l'aider s'il a besoin de moi pour le prochain camp, il le sait. D'accord. Toi, maintenant, tu as. Alors, non, l'UFC, quand même, l'UFC 299. Vous Ouais. étiez dans la salle. Mhm. Comment vous avez trouvé? Moi, je m'étais laissé dire que Miami, c'était plus latinos, donc la boxe anglaise et tout. Mais on m'a dit que ici, non, le MMA était passé devant, quoi, de loin. Vous avez Ouais. vu ça, vous, dans la salle? Non. Trump était Pardon. là, d'ailleurs. Oui. On a été un peu choqués, nous, on a trouvé l'ambiance assez froide. Ouais, assez- l'ambiance, elle était. Il n'y a pas d'ambiance. Ah ouais. Tu vois, il y avait Pourtant, deux camps. c'était sold out, T'avais mais il y avait. t'avais les Américains qui étaient pour O'Malley et t'avais tous les Équatoriens qui étaient pour Vera. Ferra. T'avais même les Américains qui encourageaient O'Malley pendant des fights qui n'avaient rien à voir avec celui d'O'Malley. Ouais.
Mais par contre, c'était calme. Tu vois, quand PSD il est arrivé, on était, je sais pas combien de Français on était. Ouais, mais les Français, ils étaient devant nous en fait. On l'a foutu Par le hasard, on bordel, était. tu vois, on a foutu le bordel, vraiment. On a senti la chaleur du truc peut-être plus. Mais le latin. public français est génial aussi, c'est ça qui est dingue et on le reconnaît. Enfin, les Français, ils sont géniaux dans le public. C'est des vrais fans de MMA, c'est assez incroyable. Connu à l'UFC Paris d'ailleurs. Pour répondre à ta question, on a été un peu choqué par le froid, un petit peu, tu vois. Ah ouais, ouais. Ouais, l'ambiance n'était pas forcément là. Non, par contre, Sauf quand Trump est arrivé. Ouais. Bon, alors là, Ouais, bah ouais, mais il avait le public acquis à sa cause. Hein. C'était le plus gros combattant du. bah après, c'est un mec de d'ici, c'est un l'UFC, mec de je crois. Miami. On va pas donner notre avis sur la politique, mais nous, ça nous paraît toujours bizarre de voir qu'un homme politique est accueilli comme une superstar, tu vois. Mhm. Macron, On n'a pas il l'habitude arrive- avec Macron, ouais. Ah, Ouais, Mais arrive à Macron, c'est plutôt les colibets. C'est pas la même Macron. culture. hein. Il y a Macron qui arrive à l'UFC Paris, je vais te dire une connerie, il va se faire huer. tu Ah ouais. Ouais. Ah ouais. On se rappelle à Arès quand il y avait la ministre des Sports qui était venue. Oui. C'était pas Arès, c'était. Maracineanu, une- si c'est ça. Si, c'était un Arès. C'était Arès C'était un Arès, ouais. Le premier Arès. Ça reste. Ouais. Où elle s'est fait. Moi j'étais derrière ma télé en train de siffler aussi, j'avoue. Tu vois, c'est plus ça qu'on est plus habitué à cet esprit-là. Non mais elle avait arrêté Elle a le quand même sport. contribué- Elle a Voilà. quand même contribué à l'ouverture de ce sport quand même en France. Non. Malgré tout, je veux pas faire. Elle était là, elle a pris la mallette qui traînait. Avant elle, c'était Flessel. Ouais. Et c'était dans les tuyaux depuis très longtemps, Ouais, lobbying interne et C'était tout. bon timing pour elle. J'ai vécu, ouais, voilà, elle était là. Elle a juste sorti les éléments de langage qu'il fallait Mhm. et basta. Je me suis retrouvé, on en a reparlé à toi et moi, je me suis retrouvé à un truc comme ça, Ouais. assez malaisant, Ah bah ouais, avec tous les acteurs du MMA français et elle, à un repas. ouais. Ça Et sera- Ouais, non, ça m'étonne pas. Ah, mais attends, on pense peut-être au même. Je crois. Ça va, on va échanger. C'est une anecdote pour un autre Hors champ. moment. Exemple le mytho. On en parlera ça. Non, genre, moi, je suis là en figurant. Je suis en train de- Normalement, il a réussi à le passer hier avec Guillaume. De quoi Oui, Louis. Il a réussi à Ah le oui, passer. oui, Ouais, ouais, oui, ça, oui. il a placé. Pourquoi déjà Parce que Ah bah oui, pour rien, justement, pour rien. Parce que- non, mais- Parce qu'il était assis Ouais. par terre. Mais Et, Cette gecko, mais justement, ouais, c'était. Bon, vas-y. Non, c'est intéressant, allez-y. Normalement, il place. Et, ah ouais. Ah, il est relou, lui. Mais Ça ah m'a ouais, saoulé. tout à l'heure, je disais. En fait, Oh, attends. attends, le petit string du mec, il est beau gosse. Non mais. Ah ouais. Non mais c'est. Le mec, il a un truc LGBT sur sa cabane et il nous casse les couilles. Vas-y. Alors ça, tu couperas au montage tes propres propos, hein, s'il te Non. plaît. on a commencé là-dessus d'ailleurs. Parce que nous, on est pour la tolérance, d'accord. Ah ouais. Putain, La cabane de l'Ukraine. c'est vrai ça, en plus. Oh, tu vas faire des coupures hein, sur ton truc, hein, parce que ça va pas là. Je sais plus. Ouais, non mais alors, c'était chaud quand même, non, le défaite de BSD. Doumbé Mais moi, Baki, tu sais quoi, sur une regarde, épine, moi, le truc de baiser, Ngannou qui défaite, j'ai envie de dire. tombe. Et alors, les mecs, et alors, en fait, Oui. ce que je retiens, c'est que Benoît, il a démonté le top 3 mondial pendant un round. Ouais. Qui aurait pu faire ça? À un moment donné, il faut arrêter. Et c'est ça qui me, ça me, je peux pas le dire autrement, ça me casse les couilles en fait. Au niveau des supporters, c'est retournement de veste. Benoît, ça fait je sais pas combien de temps que c'est le héros national. Il prend une défaite contre un mec qui est classé numéro 3. Je vois déjà tous les mecs avec leurs faux comptes là, même à moi, je reçois des messages. Ah, t'as pas porté chance à Toumé, t'as pas porté chance à BSD parce que t'as fait sparring avec lui il y a 2 ans. Fermez-la. À un moment donné, respectez le mec. C'est un putain de bonhomme. C'est un bonhomme comme il n'y en a aucun. Moi je dis, il n'y a aucun mec qui est autant un bonhomme que Benoît en France. Pas en France, pas dans toute la France, dans le milieu du MMA. Ouais. Il n'y a aucun mec qui est autant un bonhomme que Benoît Saint-Denis. Et mettez du respect sur son nom. Il a le respect, il n'a pas besoin de moi pour que je dise de mettre du respect dessus. Mais en fait, c'est-à-dire que même quand un athlète perd, il perdra encore. Vous savez quoi, Benoît, il va encore perdre. Il prendra des défaites. Surtout maintenant, parce que il est dans le top mondial. Donc c'est que des combats super durs. C'est facile de prendre des mecs qui ont des 2-2 et de se faire un palmarès de 20-0. Mais quand on est à ce niveau de compétition, dans une catégorie aussi relevée que celle-là, il y aura malheureusement des défaites. Et bien entendu, on lui souhaite le moins de défaites possible. Et je pense qu'il aura beaucoup de victoires. Et je pense que Benoît ira chercher la ceinture. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Contre Poirier, quand on a repris la ceinture. Contre Poirier ou contre un autre, peu Ah, importe. ça peut être pas mal. Oui, parce que là, quand même, Storytelling. on voit bien que l'UFC considère Benoît parce qu'apparemment, Mais ils ne peuvent que le il considérer. lui offre un titre là, enfin un title match. Mais ils peuvent, Ah ouais, ils peuvent que le considérer vu les performances qu'il fait. C'est un guerrier. Ouais. C'est un guerrier, il est fort techniquement, il est intelligent dans son game, il fait des erreurs. Il a un Il est, profil encore, qu'il il, est, aime en- bien. il est encore jeune, il est encore jeune. Les Ricains, ils aiment bien son profil, tu vois. Bien sûr. Mais son profil, il est magnifique. Militaire, Sa musique machin. d'entrée, elle est puissante. Enfin, voilà, donc. Bah, le seul Faut- problème, faut- c'est son coach. Ouais, c'est. Non, Daniel. alors, bien sûr, tu plaisantes. Et puis, Daniel, il le sait très bien. Je disais à Daniel hier que. Bah, moi, je prends exemple sur lui parce que c'est pas un hasard.
même si, s'il a été appelé le SDF, comment il a été appelé, Fred? C'est ça, SDF sans dojo fixe. SDF C'est moi sans qui l'ai renommé comme ça. SDF sans dojo fixe. dojo fixe. C'est quand même le plus grand coach de MMA qu'on ait pu avoir en France. Il a amené un nombre incalculable de combattants, même jusqu'à la ceinture de l'UFC, prendre des ceintures, etc. Il y arrive encore avec Benoît à aller frôler pour l'instant le top 5 mondial, parce que si Benoît avait gagné, il serait certainement entré dans le top 5 mondial, ou en tout cas s'en serait rapproché. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Il faut, c'est pareil, comme je dis, de mettre du respect sur le nom de Benoît, mettez beaucoup de respect sur le nom de Daniel Voirin. Et moi, j'ai déjà dit en plus, hein, je me suis entraîné avec Daniel à l'époque, il y a quoi, c'était en 2010, je crois. Et j'avais pas super kiffé, Et d'ailleurs, il faut que j'en reparle avec Daniel. Mais peut-être que simplement, on s'entendait pas trop sur les. Puis c'était court, hein, c'était une période de 10 jours, mais je trouvais que le style était trop boxe et ça me convenait pas. Et c'est ok, mais si ça se trouve, si je l'avais rencontré 5 ans plus tard, il aurait peut-être été mon coach jusqu'à la fin de ma carrière et ça aurait changé ma carrière. Et je regrette qu'on ne se soit pas recroisé à ce moment-là. Mais ça veut. Voilà. Un coach comme lui, c'est un coach qui performe. Quand tu as autant d'athlètes qui performent, ça veut dire quelque chose. Et alors juste pour finir, c'était quand même, une fin de semaine difficile là. Il y a Ngannou qui tombe, enfin Ngannou qui représentait un peu la MMA. Là on a vu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi là, Ngannou qui tombe comme ça contre Joshua? Franchement, honnêtement, enfin là il y a. En fait on est, c'est pareil. Je parlais des retournements de veste tout à l'heure, où on voit des gens presque se réjouir d'une défaite de Ngannou. Encore une fois, pas tout le monde, mais c'est une petite partie, mais c'est celle qu'on entend le plus malheureusement, comme c'est souvent le cas. Ngannou, ouais. Je connais rien là-dessus. Tu vois ce qui s'est passé là? Les mecs ils savent pas de quoi ils parlent. Ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui se permettent d'intervenir. Il y a plein de gens qui se permettent d'intervenir, faire des commentaires, aller critiquer. J'étais hyper choqué de voir une vidéo par exemple de Mathieu Kassovitch qui jubile, qui dit voilà, ça c'est, je sais plus ce qu'il dit, voilà, c'est ça la science, c'est la science de la boxe. Mais en fait, ah ouais. La boxe, putain, mais la boxe, c'est pas une t'as un mec qui peut taper la terre entière sur une droite. Et je parle de Francis, qui est parti du Cameroun sans le sou, qui était, qui lui pour le coup est arrivé au Factory, je l'ai vu arriver, et il dormait en bas là dans la remise du Factory, et il s'est hissé au plus haut niveau. Il a changé sa vie, celle de ses enfants, celle de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants certainement. Il a fait un truc incroyable, c'est une histoire de film ce qu'il a fait, Francis. Et on peut que être admiratif. Et il a battu Fury. Il a battu Fury, on peut dire ce qu'on veut, il l'a battu et il a été protégé parce que c'était impossible qu'un combattant de MMA batte un boxeur. Parce que, pour son premier combat pro. Pour son premier combat pro. Mais la vérité, c'est que normalement, Francis, il aurait dû être champion du monde de boxe. Et là, l'histoire, elle aurait été encore plus incroyable. Et c'est très dommage pour lui, mais ouais, il a perdu sur un boxeur plus technique, sur un boxeur meilleur que lui. Ça ne veut pas dire qu'il a trouvé la faille, et ça ne veut pas dire que tu refais le même combat, il en prend juste une, parce qu'avec Francis, il suffit d'en prendre une, c'est fini. C'est fini. Mais il est tombé sur un boxeur qui a été plus intelligent et qui a simplement trouvé les solutions. Et juste arrêter de critiquer les gens comme ça. Et donner de la force, les mecs. Votre science, ouais. Ça t'excède, ça justement, ce côté-là aujourd'hui. FightX, en fait. Tu sais, la rencontre du MMA. Je vais te donner une petite anecdote. Ma femme m'a dit il y a 2 jours, elle m'a dit que, non pas il y a 2 jours après le combat de Benoît, donc hier, elle m'a dit en fait moi j'ai les boules que t'aies pas combattu 10 ans plus tard, avec cette exposition, avec l'argent et ça. Je lui ai dit tu sais quoi, franchement, je préfère avoir pris moins d'argent et ne pas avoir tout ça, parce qu'il y a une méchanceté des gens, c'est flippant, c'est flippant. Je suis content d'avoir un petit côté anonymat, même si voilà, dans le monde du MMA on me connaît. Je suis content de ne pas avoir tout ça, c'est trop, il y a trop de méchanceté, il y a trop de gens qui te veulent du mal, il y a tous ces connards là qui mettent des faux profils et qui viennent t'insulter avec un follower, il suit 100 personnes, donc le mec en fait il passe sa vie caché derrière un faux profil pour faire des commentaires et on ne sait pas qui il est. J'ai croisé à la sortie de... Je sors de... Attention scoop. Attention scoop, il y a une histoire de ouf. Ah ouais. Je sors de... Qui fera le jurisprudence pour tous les... Ah exactement, les haters. Je sors de l'avion. En fait, quelques jours avant de prendre le départ, je vois un connard qui, comme toujours, met un commentaire sur Twitter. Il met un commentaire sur Twitter, oui, Karl s'est fait massacrer par Abdul, etc. Et en fait, dans la façon dont c'est écrit, c'est hyper respectueux. Ah oui, non, c'était, ouais, Karl, ouais, on parle du mec qui prépare Doumbé, c'est le mec qui s'est fait massacrer par Abdul. Okay, ah ouais, d'accord, ok, d'accord.
Et moi, je suis allé cliquer sur son profil pour voir. Et je vois que ce mec, il. Bon, pour le coup, c'était pas un faux profil au moins. Lui. Ah non, c'est un vrai profil. Ouais. Et je vois que le mec, il y a une photo, il dit ouais, plus que. Enfin, c'est une photo qui date d'une semaine avant, plus que 18 jours avant d'aller à Miami. Et putain, je prends une capture d'écran, je dis putain, lui, si je le croise, je vais lui dire bonjour. et le mec, il a des tatouages sur les avant-bras, ça. Et je me dis, ouais, putain, avec un peu de chance, je vais réussir à le croiser. Je vais juste dire, bon, je suis pas un voyou, donc je vais juste dire, ah, salut, ça va mon grand. Fais attention à comment tu parles quand même, tu vois. Reste concentré. On se lève, dans la rangée d'en face, je vois un gars qui lui ressemble, avec les tatouages. J'avais mis la photo dans les favoris. Je montre à Xav, je montre à Xav et Nico. Nico il me dit, ouais, je sais pas, Xav il me dit, si, c'est lui. Je sors de l'avion, je dis, viens voir toi. Je lui mets la main sur la nuque, viens, on discute un peu. Et je lui dis, alors, il faut respecter les gens un peu, tu vois. Là, c'est les. J'ai enlevé ma main de ta nuque. C'est la vraie vie. Je dis, là, c'est la vraie vie, si tu vois, c'est pas les réseaux sociaux. Donc en fait, manque pas de respect. Il me dit, ouais, mais bon, je t'aurais pas dit ça en face, t'inquiète pas, mais ouais, sur les réseaux. Justement, je peux me ouais. Non, mais en fait, non. Mauvaise réponse. Justement, c'est pas ça la vie. Et Xav m'a dit après, et il a eu raison, il m'a dit, va lui serrer la main. Donc le mec, il s'est liquéfié. Je lui ai rien fait, bien entendu, mais. Si, peur. Peur, oui, peur. Il a eu peur. Après, je suis allé serrer la main, il avait les mains moites. Et je lui ai dit, tu vois, je suis pas un voyou, je t'ai pas abordé comme un voyou, mais j'espère que tu tireras des leçons de ça. Et que tu n'iras pas troller des mecs. Et je pense qu'il ira plus troller des mecs. Je sais pas ce que t'en penses. Il t'a déjà retiré mon tweet. Ouais, il a retiré son tweet et tout ça. Mais et en fait, c'est le truc qui arrive jamais. C'est comme je dis toujours, le mec qui trahit ta caisse, tu tombes jamais dessus. Tu dis, putain, le jour où je lui tombe dessus, il va prendre cher. Et ben là, c'est pareil. Tu dis un hater, je tombe jamais dessus. Et là, pour la première fois de ma vie, je tombe dessus à la sortie. C'est-à-dire, on met le pied en dehors de l'avion. La seconde d'après, j'ai ma main sur la nuque du mec. Et je lui dis, viens, on va discuter. Et, Big up à lui. Il est bon, aussi ouais. modérateur sur les réseaux. Il peut pas rigueur personne. Non, mais en fait, c'est hyper important parce que ça devient n'importe quoi. Les mecs se permettent de t'insulter, de te parler mal. Là, hier, j'ai reçu je sais pas combien de DM à cause de la défaite de Benoît. Ah, tu portes la poisse, t'as des mecs qui t'insultent, mais en fait, eh bien, toujours des faux profils. Toujours des faux profils. Ouais. Les mecs, c'est bon, détendez-vous les gars. Venez dire les choses en face ou dites rien. Cyril, il en parle très souvent de ces gars-là, Cyril Diabaté. Moi, j'aime beaucoup tout ce que met Cyril. Et d'ailleurs, sa brigade anti-mytho qui est très bien aussi. Hein. Big up à toi Cyril. On a un problème avec ça. On a un problème avec le problème, c'est que les réseaux Tu veux sociaux. faire l'antenne suisse? Ah, j'aimerais de la bien. BAM. Genre, en plus, il y a des mecs en Suisse, qui mériteraient de. Il y a des mecs en Suisse qui effectivement racontent un peu trop de conneries et qui devraient aussi se recentrer un peu et qui mériteraient de prendre une petite main derrière la nuque aussi. Mais tu sais, on dit ouais, là c'est un fiasco pour les mamas français, machin, mais en fait, big up Baki. Bah, bien sûr, big up de fou. Big Et up respect. Abdul. Ouais. Tu vois, tous ceux qui ont gagné en fait. Oui, Tous ceux c'est qui ont vrai. gagné à l'arrêt, C'est vrai. ça. Regarde après mon combat contre le Bou. J'y pensais ce matin en plus. Ouais. Le Bou et moi, le Bou c'est mon poteau, je le kiffe. Le Bou, je le kiffe de ouf. C'est ça Et en qu'on fait, regarde. t'as les mecs du camp Le Bou et du camp Amoussou qui limite qui se détestent à cause des guerres internes de l'époque, alors que c'est nous les principaux concernés et que nous en fait on se kiffe. Mais les mecs, ouais, l'allemand, etc. Pareil avec Abdul, t'avais toute sa communauté qui était contre moi et qui me faisait passer pour le mec, le flic, raciste, etc. Mais les mecs, vous avez pété un câble ou quoi? Vous connaissez quoi de moi en fait? Ils connaissent rien les mecs. Avec Abdou, vous respectiez. Mais de ouf, Abdul, je le vois, on se check, Vous avez respect. fait des images où tu les vois rigoler. et Mais tout, bien sûr. À 2 semaines du combat, tu vois. Abdul, quand il combat, je suis derrière lui, je veux qu'il gagne. En plus, Abdul, c'est ma relève. C'est-à-dire que moi, j'étais le papa de la KT pendant 7 ans. Et Abdul, c'est celui qui a pris la suite. Mais tu sais, Il a pris ma succession en termes de numéro 1 de la KT. Et au contraire, c'est. tu sais ça, c'est l'héritage Ouais. qu'on a à la France, que les supporters de foot, machin. Si t'es pour l'OM, jamais tu seras pour le PSG. Et c'est pas, tu seras pas pour le PSG, tu seras forcément l'ennemi du PSG. Voilà. Et ça, on peut pas faire ça dans le MMA, les gars. Et pareil, moi je suis pas l'ennemi de Baki en fait. Ouais, Moi, au t'as contraire, je le respecte Baki. Je le respecte et moi j'ai qu'une envie, on s'est jamais rencontrés. Quand je vais le voir, je vais lui dire bravo pour ce que tu fais jeune, parce que c'est bien ce que tu fais et tu iras loin et je pense qu'il ira très loin. Et ça veut pas dire que je serai pas dans le camp de Cédric au prochain combat, et je serai dans le camp de Cédric et je ferai tout pour que Cédric y gagne. Si Cédric a besoin de mon aide. Revanche, à ton avis? Revanche, il y a. Revanche, j'ai bien Revanche compris, immédiate ou pas? ils ont. Il y a Lopez qui a parlé d'une revanche. Ouais, mais contre Lopez, Jordan. il veut de l'argent, Lopez. Non, mais Lopez, il utilise Jordan, le pauvre. Laissez Jordan tranquille. Ouais. Jordan, il est plus dans le truc. Laissez-le tranquille. Lopez, il a sacrifié Jordan. Maintenant il est content, il a mis ses smileys, il a fait ses trucs, pareil.
Comme un Dana White qui met un smiley. Tu vois, je parle de tout le problème des réseaux sociaux. Quand tu as un Dana White qui met un smiley après la défaite de Francis, mais tu as juste envie de dire, mais toi, tu es à la tête de millions, de centaines de millions. Un milliard même, et un milliard, ouais. voilà, tu es à la tête de milliards et tu es là à faire le petit rageux, à mettre un smiley quand le mec que tu devrais quasiment respecter le plus, qui a apporté tant à ton organisation, tu mets un smiley quand il perd. T'as vu d'ailleurs, hier les highlights là, t'as vu? Il y avait tous les Ouais, highlights on a vu du tous les UFC. highlights, pas de Francis. Mais comment oses-tu faire ça? Francis, il doit être dans le Hall of Fame de l'UFC et il faut le respecter. Ils sont remontés loin à Gracie, machin. Mais bien sûr, Cyborg, bien sûr, bordel. bien sûr, Non, Cyborg non plus, ils la mettent pas du coup. Les Ouais. Cyborg femmes. bien sûr. Ouais. Voilà. Là, ils font des ils cancel quoi. Exactement. Ouais. Quand même, excuse-moi, mais La Ngannou, culture, la culture cancel. Hmm. Bon bah, on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai des Yes. crampes de partout. J'ai plus d'eau. Et merci Karl en tout Ah, cas. c'était cool. C'était Merci cool. à vous. C'est les mecs. Et Got a ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats.